le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. C'est aujourd'hui la dernière preview et ça annonce bon le retour de la saison. Et pour finir second tour des divisions, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, vous l'aurez deviné, si vous avez tout écouté et bien suivi, il ne nous reste que la NFC Nord des Vikings, Lions, Packers et Bears. C'est une division, écoute, qui l'année dernière a été un peu plus serrée que ce qu'on pouvait imaginer. Je vais te laisser commencer avec les Vikings. Serré, pas tant que ça. Pas pour la qualif entre deux équipes, ouais. Tu vois. Pour la qualif entre deux équipes, parce que sinon les Vikings sont partis loin devant, ils ont fini en 13-4, ont gagné la division. Ils ont cependant perdu lors du premier tour des playoffs contre les Giants. Ils ont une cote vainqueur de division cette année à 3,60, qui n'est pas c'est pas eux qui sont les favoris du coup de la division. Il y a toujours Kevin O'Connell, il y a toujours en head coach Wes Phillips en offensive coordinator, et Ed Donatel a pris la porte, et c'est Brian Flores, l'ancien head coach des Dolphins notamment, qui prend le relais en defensive coordinator du côté des Vikings. On peut dire que c'est une très bonne nouvelle. Parce que Flores, globalement, c'était quand même quelqu'un de bien demandé pour gérer les défenses. Il a fait généralement du bon travail. Ouais, et puis en plus, moi je l'ai mis en recrue majeur, donc je vais enchaîner direct dessus. Et je l'ai mis parce que l'année dernière, la défense des Vikings, c'est pas ce qui leur a fait gagner des matchs. Clairement, c'était plus l'attaque que la défense. Et Brian Flores a fait des interviews pour être head coach, je crois, notamment aux Cardinals. Il a été viré de manière douteuse de la part des Dolphins il y a un an. Enfin, l'été, pas de celui-là, mais l'autre d'avant, du coup. Je pense que c'est un mec qui, là, si tu fais une bonne saison avec les Vikings, va y avoir un poste qui devrait s'ouvrir pour lui, je pense. Ouais. Et j'ose espérer que ça puisse être le cas. Et puis là, il y a un revamp total, on va dire, de la défense, j'ai l'impression, du côté des Vikings, qui fait en sorte que ça peut être un peu plus intéressant, et t'es mené par un gars qui a un peu d'expérience un peu partout. Il a été aux Steelers aussi l'année dernière, donc bon, il y a de quoi être positif pour les Vikings cette année, et défensivement parlant. Ouais, parce que comme tu l'as dit, ils ont fait 13-4 et ils sont pas favoris de la division, donc on a l'impression qu'ils pourraient avoir perdu un joueur énorme, mais en fait pas du tout. L'année dernière, le 13-4, on l'a assez dit, est légèrement trompeur vu que la balance point positif, point négatif, en fait, elle était très légèrement négative, donc voilà, c'était beaucoup de victoires serrées et des grosses défaites quand elles ont eu lieu. À voir ce que ça va donner. Très clairement, les progrès, ils sont à faire du côté de la défense. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Flores, c'est forcément une meilleure nouvelle que l'ancienne defensive coach et son nom de Tortue Ninja. Donatello, exact. Exactement. Écoute, moi, ma recrue majeure, elle est aussi du côté de la défense. C'est Byron Murphy, le cornerback qui vient des Cardinals. Honnêtement, n'importe quel joueur d'expérience et avec un peu de talent qui peut venir dans cette défense, je trouve que c'est un apport ultra important. Déjà parce que comme tu l'as dit, il faut du nouveau matériel pour le nouveau coordinateur. Mais en plus de ça, c'était une faiblesse abyssale de ce côté du terrain. Honnêtement, ils sont arrivés en play-off contre les Giants, qui je crois étaient genre en 9-7-1 en matière de bilan. Et vous pouvez revoir cette preview qu'on avait fait du coup du wildcard round, mais on avait tous les deux pronostiqué la victoire des Giants tellement qu'on ne croyait pas en ces Vikings. Ouais, clairement. Donc voilà, il y a toujours ce truc qui dit que c'est la défense qui permet de gagner des titres. On va voir si les Vikings réussissent à faire ce saut et à se placer en tant que contender grâce à ce duo Brian Flores Byron Murphy. Ouais. Et il y a quand même eu des pertes, t'as commencé à l'évoquer, toi ta perte elle est aussi en défense. Ouais, nos pertes c'est des Dalvin. Ouais. Du coup moi c'est Dalvin Tomlinson qui est parti, et là du coup j'ai un doute maintenant que je le dis, je ne sais plus où il est parti. Aux Saints, non? Aux Browns, il est parti aux Browns, les excuses. Il a fait il était là il a fait 2 ans seulement, il était aux Giants avant. Et c'était vraiment un bon défenseur, un bon leader dans cette défense, j'avais l'impression. Et voilà.
il est parti. Il avait signé 2 ans, il est resté 2 ans. Ouais. Après, ça a été renforcé autrement, mais bon, on va dire que à cet endroit-là, sur comment, en tackle, en defensive tackle, c'est quand même une grosse perte pour les Vikings. Ah ouais, non, mais très clairement, c'est du côté de la défense, il n'y avait pas non plus des tonnes de cadres. Donc, je le disais, là, voir un joueur de cette dimension partir. Après, rien ne lui a donné envie de rester, hein. Comme tu l'as dit, il a fait Ils ont pas cherché à le prolonger. Hein. Ouais. Sachant qu'ils ont perdu aussi, donc Patrick Patterson, ils l'ont remplacé avec Byron Murphy, ça va, ils ont aussi perdu dans le front seven Eric Kendricks. Donc voilà, ils ont essayé de remplacer, de faire du poste pour poste. Ils ont fait venir aussi du Marcus Davenport, bon joueur, mais il va falloir voir ce que ça donne. Fallait payer TJ Hawkinson. Ouais, exactement. C'était la priorité de l'été. Voilà. Écoute, c'était tellement prioritaire que, comme tu l'as dit, se sont débarrassés d'un autre Dalvin, ce Dalvin Cook. Je trouve que c'est une grosse perte parce que on n'a pas eu d'échantillon assez gros de est-ce que Mattison est capable de porter la balle sur toute une saison et de faire avancer son équipe au sol. Ils ont drafté 2 joueurs assez loin dans la draft. On a du mal à imaginer la hiérarchie entre Ty Chandler et j'ai oublié le nom des Wayne McBride. Ouais, McBride, c'est ça. Et il y a aussi Miles Gaskin qui est arrivé. Ouais, mais alors Gaskin, oui, non mais voilà, il est là, il est dans la profondeur, mais ça fait 2 ans que Gaskin il a pas fait une course de plus de 5 yards, donc je pense que voilà. Non mais c'est pour ça que ça correspond à ton point, qu'il y a 3 running backs derrière où on sait pas trop ce que ça vaut. Et on sait même pas ce que donne le premier en fait. À chaque fois qu'il a dû faire l'intérim, ça a fait la maille pour ceux qui jouent en fantasy, mais en termes d'impact sur le terrain, c'est pas la menace d'un Dalvin Cook, même d'un Dalvin Cook vieillissant, hein, parce que il y a eu des blessures, notamment blessures à l'épaule. Je crois qu'il a 27 ou 28 ans, donc il est plus de toute première main. Je crois qu'il a 27, ouais. Je vais regarder. Il est pas de 25 ans. 25? Ouais, non mais j'ai l'impression, en fait les running backs, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans à chaque fois. Il est là depuis 2019. C'était un 3e tour en 2019. Donc il a quand même pas mal d'années dans la ligue. Ouais, oui, enfin, moi, dans ma tête, j'étais persuadé qu'il avait 27, qu'il allait sur ses 28, du coup, je comprends encore moins C'est sa 5e saison. Je comprends encore moins le move. Alors oui, il fallait le payer, comme d'hab, tu t'arrives en bout de contrat rookie, mais si t'es une équipe, un tant soit peu ambitieuse, il faut au moins un running back qui a l'air d'un numéro 1. Pour moi, Mattison n'en est pas du tout un. Et je pense que ça met trop de poids sur les épaules du duo Cousins Jefferson pour faire avancer la balle. Je suis vraiment pas convaincu de ce move-là. Ouais, il y a ça. Après, il y a Hawkinson, il y a Addison. Ils essayent d'être une équipe qui passe la balle. On le savait quand ils ont récupéré O'Connell que c'était un changement de philosophie qui passait d'une équipe où c'était Cook Mattison, limite l'identité de jeu avec des play action par-ci par-là histoire de dire on envoie tout sur Jefferson et si on peut passer un peu plus, on passe un peu plus. Cook a eu pas mal de réceptions l'année dernière. Mattison, c'est pas un mauvais pass catcher. Je pense qu'il aura des passes aussi. Moi, la vraie question que j'ai sur ce duo, c'est que Mattison, pour moi, c'est un très bon backup. Enfin, c'est un très bon 2. Ouais. Mais il faut qu'il vienne en soutien d'un 1 qui a un peu épuisé les défenses. Et là, j'ai peur qu'en ne l'ayant pas, ça risque d'être difficile à avancer à la course pour les Vikings. Ouais, c'est ça. T'as le droit d'avoir un comité, mais dans ce cas-là, il te faut des mecs qui ont tous un peu un profil de 1 bis, pas avoir un semi 1 bis en principal et avoir des doublures où les mecs sont soit des remplaçants de bout de banc, soit des 16e tour de draft. Un peu comme on voit, comme on verra notamment avec les Lions ou même les Packers dans un niveau différent, mais voilà, t'as 2 running backs différents qui peuvent te faire avancer l'équipe et c'est pas mal. Ouais, exactement. On aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, Alex, ton joueur clé, nous l'avons déjà évoqué. Ouais, c'est Byron Murphy, alors t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais c'est un des seuls aux Cardinals qui surnage depuis quelques années et qui est toujours qui a pas pris sa retraite. Donc je me dis qu'il peut être vraiment clé pour éviter de se faire ouvrir encore à la passe comme ça a pu être le cas l'année dernière et être une équipe en 13-4 qui avait un différentiel de points négatifs. T'aimes beaucoup en parler de cette stat, mais c'est-à-dire que si on prend le goal average comme on dit goal average en foot, en soccer,
ce serait négatif alors que t'as gagné 13 matchs. C'est en gros, tu gagnes de peu et tu te prends des roustes. Ouais. Donc, et en plus, si tu rajoutes derrière le match de playoff, bah, évidemment, t'es encore plus en négatif. Donc, je me dis que l'attaque là, elle a de quoi fonctionner avec les deux receveurs en Jefferson et Addison. Hawkinson aussi. En fait, c'est pas compliqué. Si t'es à Son, tu peux être bien dans cette équipe. Voilà, emmené par Kirk Cousins. En fait, c'est la famille, c'est les cousins et les sons. Voilà, Mattison aussi. Donc, non, vraiment, cette équipe, elle peut faire quelque chose mais faut que défensivement ça aide et je pense que Byron Murphy peut apporter quelque chose dans cette défense. Ouais, puis historiquement, quand j'ai déjà perdu son nom, on a parlé juste avant. Quand Brian Flores, il a des bons cornerbacks. Il les trade. Non, Alors oui, je suis méchant. C'est pas ce que j'allais dire, mais j'allais dire surtout, il arrive à bien orchestrer ses défenses. Je parlais de Minka Fitzpatrick, ouais. qui était parti aux Steelers pour un premier tour qui n'a absolument pas donné grand-chose. Eh bien, écoute, du coup, tu vas peut-être porter la poisse à mon joueur clé, qui est le safety Harrison Smith. C'est l'un des rares cadres qui est toujours là dans cette défense, bien installé. Je le trouve performant, un peu sous-coté aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, alors qu'il fait plutôt pas mal le boulot. Encore une fois, j'ai envie de suivre un joueur défensif. On l'a dit, en fait, mis à part le jeu au sol, on a un petit doute sur comment ça va s'orchestrer. Sinon, on a bien compris que la formule, c'était Justin Jefferson qui est très dangereux, et du coup mettre des joueurs talentueux autour de lui pour quand même avancer la balle quand il est bien marqué. Mais en défense, nouveau coordinateur, nouveau joueur important. Il va falloir que ça prenne, et vraiment la saison des Vikings, elle dépend énormément de cette capacité à stopper autant la course que la passe, parce que visuellement, c'était pas impressionnant contre l'un ou contre l'autre, et ouais, quand en playoff tu perds contre les Giants, qui était pas non plus une machine de guerre offensive, hein, qui gagnait surtout ses matchs en défense et en sortant quelques gros plays, et bah c'est pas rassurant au moment où tu vas devoir te frotter aux autres grosses cylindrées de la conférence. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Eh bien, Las Vegas a probablement l'une des projections les plus éloignées du résultat de la saison dernière de toutes les previews qu'on a fait, puisqu'ils mettent 8,5 victoires après cette saison en 13-4. Vous l'aurez de toute façon un peu deviné, puisqu'il y avait la cote vainqueur de division qui fait qu'ils ne sont pas les favoris dans cette div. Vegas s'attend à une saison un peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu en penses? Plus compliqué, oui. Je les vois pas faire 13, mais je les vois au moins faire 10. Donc pour moi, c'est un over facile. Ok. Je pense que au niveau de l'attaque, ils sont très bien. Je pense que c'est une bonne équipe dans cette division et qu'ils ont la chance, ils peuvent. Enfin, moi, tu vois, s'ils gagnent les 6 matchs dans la division, je serais pas surpris. Je pense pas qu'ils gagneront 6 matchs, et 4, je pense que c'est largement faisable. Et derrière, d'aller gagner 5 matchs de plus, je les vois facilement le faire. Du coup, je les mets au-dessus. Je pense que c'est probablement une des équipes où on a deux avis des plus éloignés. Moi, je les mets en dessous. Déjà parce que ce 13-4, on l'a assez répété, mais je trouve qu'il était... Parce que t'aimes pas Kirk Cousins, ça. Non, c'est pas que je l'aime pas en vrai, parce qu'il y a un paquet de QB dans sa catégorie, un peu entre QB10 et QB15 dans la hiérarchie, qui sont capables d'envoyer le ballon, qui font pas perdre leur équipe, mais qui la feront jamais gagner non plus. Après, oui, je pense qu'il a des vraies failles mentales, ça c'est sûr, et je trouve qu'on sous-estime toujours cette dimension-là quand on évalue les joueurs. Mais très clairement, le 13-4, je le trouve un peu trompeur, tu vois, quand tu vois le nombre de matchs serrés qu'ils ont joué, ils pouvaient être en 13-4 comme en 9-8. Et surtout, je trouve que les Lions et les Bears ont progressé. Les Packers, à voir ce que ça donnera cette transition avec Jordan Love, mais si on compare au Aaron Rodgers, ils ont pas progressé, les Packers. Non, ils ont pas progressé, mais est-ce qu'ils vont avoir énormément régressé, sachant que l'année dernière, Aaron Rodgers, il avait pas tellement envie de jouer, il a sorti probablement sa pire saison en carrière, en tout cas c'était sa pire saison depuis sa saison rookie, dans les stats, hein. Genre il avait jamais fait autant d'interceptions depuis sa saison rookie ou sophomore. Donc en fait tout le monde autour d'eux progresse, et moi j'ai pas du tout l'impression que les Vikings ils ont progressé. Je suis inquiet sur plusieurs points. Après si la défense prend bien, je pense qu'ils auront pas de mal à faire au-dessus, mais ouais, j'ai un peu peur parce qu'au bout d'un moment
au bout d'un moment, Justin Jefferson, il va être vraiment surveillé, et ça va mettre énormément de pression sur Hawkinson et Addison, voire sur KJ Osborne, si on estime que c'est un receveur à peu près compétent. Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait une grosse dépendance, et en fait, t'es genre à une élongation de Justin Jefferson qui l'écarte 4 matchs de tanker, quoi, tu vois. T'es pas là où où tu vois, si t'as un Jamar Chase qui se blesse, et bah, tu t'enchaînes avec T. Higgins et Tyler Boyd, là, Là, t'as Addison et Hawkinson. T'as voilà. deux receveurs qui sont bons. Oui, qui sont bons, mais il y a pour l'instant pas de numéro 1 là-dedans. Addison Peut-être. Ouais, peut-être. Mais moi, c'est le nombre d'incertitudes qu'il y a, la progression des autres, et je trouve la régression dans l'effectif des Vikings, ce qui fait que je ne suis pas ultra confiant. Ok. Insultez Jérôme ou moi, tu peux dans les commentaires. Ouais, ou tous les deux, si vous êtes pour une équipe qu'on ne va pas mettre vainqueur de div. Clairement. Faites-vous plaisir. Bon, ton joueur fantasy, Alex. Bon joueur fantasy, c'est ton ami Kirk Cousin. Quarterback 15. Voilà, il fera le taf. Et ouais. Bon là, c'est peut-être un peu tard maintenant qu'on donne des conseils fantasy, mais voilà, si vous avez une draft le jour du lancement de la saison, si Kirk Cousins pour finir, ça peut être pas mal, et quand t'es à 2 QB, bah ça te fera le boulot. Ouais, bah totalement d'accord. En fantasy, Kirk Cousins, il est rarement plus loin que QB 12 ou 13. Donc QB15, c'est une value. Je prends. Tu fais ça, tu fais un combo Richardson Cousins, t'en as un ok safe, t'as l'autre où ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Et puis si vous prenez votre QB un peu tard parce que vous avez eu un bon pick assez tôt, si vous avez Justin Jefferson, faites le stack, c'est encore mieux. Ouais, pas au deuxième tour non plus, hein, mais un peu plus tard. Eh bien, écoute, moi ça va être une de ces cibles, Jordan Addison, tout simplement parce que les targets laissés vacantes par Adam Thielen, elles sont énormissimes. Il y en a un paquet, parce que même s'il était inefficace la saison dernière, il était encore énormément ciblé. Jefferson va souvent être marqué soit par un top cornerback, soit doublé quand il sera impossible de le marquer en 1 contre 1. Ça va ouvrir de la place pour Hawkinson et Addison. Je trouve que le prix d'Hawkinson est un peu élevé, donc je vais sur Addison. Voilà, c'est très mathématique. Sachant que j'ai pas envie de toucher à leur jeu au sol ni à leur défense, il ne me restait qu'Addison. Ouais, sachant que Hawkinson c'est le tight end 3. C'est trop. Ouais, c'est clairement... clairement trop. Donc voilà, Jordan Addison. Alex, deuxième équipe dont nous allons parler dans cette division, les Lions. Les Lions de Détroit. 9-8 la saison dernière, pas de playoff au tie-break. Je crois que c'était les Seahawks qui ont pris à leur place. Ouais. Mais ils ont quand même éliminé les Packers en les battant à la dernière journée. Ça, c'était bien. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, exactement. Ils les ont battus alors qu'ils savaient qu'ils pouvaient plus se qualifier, mais ça a empêché les Packers, eux, de se qualifier. C'est ça. Le match à fond, alors qu'ils étaient déjà éliminés, et on avait bien souligné qu'on avait adoré l'état d'esprit. Ouais, donc 9-8, pas de playoff, code vainqueur de division à 2-30, c'est le favori de la division selon Winamax et selon aussi Las Vegas. Le coaching n'a pas changé, toujours Dan Campbell, qui est là depuis 2021, Ben Johnson en offensive coordinator, qui a eu des offres visiblement de ce que j'ai vu et pas mal d'interviews pour être head coach, qui est resté ou qui a pas été choisi, et qui est resté du coup du côté des Lions, et Aaron Glenn côté défensif. Voilà. Eh bien, beau casting, continuité après une belle saison. On a vu des très belles choses côté Lions. On s'est posé des questions autour de Jared Goff. Est-ce qu'il est là que pour faire la transition, ou est-ce qu'il est capable d'être titulaire dans une équipe qui a des ambitions? Visiblement, il a montré son meilleur côté l'année dernière, donc il y a potentiellement une progression depuis les Rams. On attend de voir le jour où il jouera des matchs un peu compliqués. Alex, on va passer au recrue majeur, et là, toi et moi sommes en fond de terrain. Fond de terrain. Moi, j'ai noté Cam Sutton, le cornerback qui vient des Steelers, qui est arrivé pour une belle petite somme du côté des Lions. Ils ont, numériquement parlant, on va dire, remplacé comment il s'appelle, Jeff Okudah par Cam Sutton. Voilà, c'est agréable. Plus. Ouais, voilà, opération plus. Bon, il y a eu de l'argent évidemment qui a été mis dans la balance pour pouvoir faire ce changement-là.
mais on est sur un receveur un cornerback, une défense qui fonctionnait très bien, un bon corner aussi, et qui peut arriver, encore une fois, j'ai l'impression que je le dis à chaque fois que je parle d'une recrue, mais qui peut être un leader dans cette défense, à qui il en manque, je trouve qu'il manque des leaders dans cette défense des Lions, Ouais. ça a été dur la saison dernière, ils ont perdu beaucoup de matchs, encore une fois, comme les Vikings, hein, pas à cause de l'attaque, mais à cause de la défense. Et ce sera pareil pour les Bears, spoiler. Donc, c'est bien d'avoir un mec comme Sutton. Ouais, ça vient s'ajouter à une belle escouade, puisque moi, c'est C.J. Gardner-Johnson, leader aux interceptions chez les Eagles la saison passée. Alors oui, il y a eu des bobos en pré-saison. Ce qu'il va être capable de reproduire sur le terrain, ce qu'il a pu faire l'année dernière, pas sûr. Mais ce qu'il apporte dans le leadership et même le fait qu'il puisse potentiellement s'inscrire dans un projet à long terme, en fait, je trouve que les Lions, ils ont parfaitement ciblé ce qui leur manquait. Et la défense contre la passe était clairement catastrophique. Ils ont mis les investissements à cet endroit-là. Moi, je suis ultra rassuré par tout ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est bien coaché en plus, globalement. À voir ce que ça va donner sur le terrain, mais comme Cam Sutton, je trouve que ça fait partie des signatures très très intelligentes pour Détroit. Ouais, c'était les petits bobos, moi, en intersaison qui m'ont fait un peu hésiter à le mettre, mais c'est une super recrue, c'est un contrat d'1 an, c'est peut-être la partie aussi où j'hésite sur le fait que est-ce qu'il va être là réellement pour la continuité, je sais pas, vu qu'il a signé qu'une année. Donc voilà, il a signé un peu plus longtemps. J'ai peur que ça fasse un peu comme les Eagles où il va être là une saison, être très bon et ensuite partir pour avoir un meilleur contrat et faire ça tous les ans. Je me dis que si ça se passe bien, j'espère que les Lions auront l'intelligence de prolonger. Après avoir ces demandes salariales, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, mais en même temps, on va voir ce que ça donne. Yes. Au niveau des pertes, Alex, je vais commencer puisque moi j'ai pas trouvé de pertes majeures. J'ai pas voulu forcer à prendre le premier départ. Je trouve que tout ce qui est parti a été au moins même pas bien remplacé, a été mieux remplacé que les départs. Du coup, j'avais pas envie de mettre un quelconque joueur dans cette catégorie. Voilà. Ouais, je comprends. C'est le dernier épisode, t'as un peu la flemme, tu t'es dit, j'ai pas trop envie de parler. Alors non, le conducteur est rempli depuis un mois, mais mais vraiment j'allais voir les pertes. Je me disais ok, oui ils ont perdu, mais est-ce que c'est une perte majeure? Ils ont eu des pertes, oui, mais pour moi il y en avait aucune qui était wow. Et ben moi je vais parler de Jamal Williams, le running back, qui a fini la saison dernière à un grand nombre de TD. 15, 18, ça me disait quelque chose. 17 rushing touchdowns. Donc quand même une belle saison. Hein. Oui, une très belle saison. Voilà, c'est agréable, on va dire, d'avoir une saison comme ça, surtout qu'on s'y attendait pas, je pense. Il avait même pas fait, il avait fait 13 touchdowns dans sa carrière avant la saison dernière, il en a fait 17 la saison après. Et en plus, c'était un leader dans cette équipe, visiblement, dans les vestiaires, j'en avais entendu parler, et qu'ils avaient été très surpris quand il était parti de l'équipe. Ça a été remplacé, hein, comme tu l'as dit, et je pense que le côté mental, ça va être un peu plus dur à remplacer. Okay. Même si, du coup, ils ont vraiment tout changé. Ils avaient DeAndre Swift et Jamal Williams, ils ont remplacé par Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Je pense que sur le papier, t'es gagnant presque sur les deux. Ah, pour moi, sur les deux, et genre, c'est même pas... Au cumulé, t'es gagnant. Je pense que j'aurais peut-être préféré faire un duo Williams-Gibbs. Ok. Écoute, moi j'ai vu des métriques. Alors oui, Williams il a mis plein de TD, mais en fait en termes d'efficacité, tous les indicateurs de Montgomery sont au-dessus. Je pense qu'avec les mêmes opportunités, Montgomery il est capable de faire aussi bien. Et comme on le disait, on voit bien depuis le début de ces previews que les postes de running back sont vachement renouvelés. Honnêtement, Jamal Williams ultra fiable. Je crois qu'il a fumble son premier ballon en carrière la saison dernière. Genre le mec ne perd jamais la balle. Montgomery ou Williams? Williams. Je crois Williams, il a perdu ses premiers fumbles la saison dernière, mais il en a perdu 2. Ah, 2, ouais, c'est ça, ok. Mais oui, avant la saison dernière, où il a quand même eu beaucoup de ballons, il perdait jamais la balle, même en perdant 2 sur une saison, quand on voit le nombre de TD qu'il a fait, la balance est clairement positive. Il a eu 262 portées l'année dernière. Mais voilà, genre, moi, voir Swift, qui était un excellent joueur, mais tout le temps blessé, remplacé par Gibbs, et voir Williams remplacé par Montgomery, vraiment, je trouve que
le pas de côté, c'est même un pas en diagonale avant, tu vois, c'est une petite amélioration. Après, comme tu l'as dit, je suis pas dans le secret du vestiaire, et c'est vrai que la perte de leadership, ça peut être quelque chose d'embêtant. Ouais. En tout cas, belle intersaison au vu des pertes et des arrivées, hein. Ça s'est pas affaibli sur le poste où on a mis les pertes, et ça s'est bien renforcé, et là on a mis les recrues. Il est temps de se pencher sur les joueurs clés. J'ai noté Jahmyr Gibbs, le running back, a été choisi en 12 ouais. par les Lions. Ils ont trade down et up pour aller le récupérer. Je pense qu'ils ont bien fait. Je pense que là où je l'ai mis en joueur clé, c'est notamment pour le début de saison avec où il sera un peu tout seul avec Amon-Ra St. Brown au niveau de la réception, je pense. Je pense qu'il peut récupérer beaucoup de ballons. On a Jamison Williams, le sophomore, qui est suspendu pour les 6 premières semaines. Josh Reynolds, on verra ce que ça donne. Marvin Jones, est-ce que c'est le Marvin Jones ou est-ce que c'est le fantôme de Marvin Jones? Je ne sais pas. Et ensuite, Sam Laporta, c'est un rookie, comme lui. Mais rookie tight end, c'est un peu plus difficile à se mettre en place au début. Donc, je pense que Jahmyr Gibbs, non seulement c'est un bon coureur, mais ça a l'air d'être un bon réceptionnaire. Et bon voilà, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner pour Jared Goff notamment. Ouais. Et je pense qu'il peut être assez clé pour notamment pour laisser un peu plus d'espace à Amon-Ra St. Brown et être un peu ce receveur à la éclair pour les Lions. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, en comparaison d'avant-draft, la plus courante pour Jahmyr Gibbs, c'est Alvin Kamara. Donc très clairement, on est sur du joueur, on sait que c'est capable de porter le ballon, que c'est capable de bien le recevoir. Et ouais, il aura pas toute la charge sur ses épaules en ayant un déjà vétéran au poste de running back comme Montgomery. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils ont réussi à faire dans cette attaque. Clairement. Écoute, moi je vais en défense avec Aidan Hutchinson, encore une fois, un sophomore. Ouais, je crois qu'il est sophomore ou troisième année, j'ai un doute d'un coup. Hutchinson, c'est sophomore. Ouais. Il a été deuxième pick l'année dernière. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce profil de joueur, c'est que déjà il a fait une belle saison rookie. Et là, on en parle. Il y a eu des recrutements en défense de joueurs cadres dans le fond du terrain, des mecs qui connaissent déjà la ligue, qui vont pouvoir lui filer des tuyaux. Lui, il a tout le talent qu'il faut pour s'imposer. Il a tellement moyen d'exploser. J'ai l'impression que vraiment cette équipe de Détroit, quand on voit les progrès qu'ont pu avoir, je sais pas, un Amon-Ra St. Brown par exemple, si un jeune est dans des bonnes conditions dans ce vestiaire, t'as l'impression que la réussite potentielle, elle est possible. Là, voilà, le coaching staff, il commence à être installé. Comme on l'a dit, il n'y a pas eu de changement. C'est le défensif coordinateur, il va encore pouvoir enchaîner une saison de plus. Les recrutements de joueurs vétérans, moi je trouve ça hyper rassurant pour encadrer les jeunes. Et du coup, j'ai envie de voir s'il peut justifier son prix de draft et devenir une des stars à son poste. Ok. Ouais, je comprends totalement. En tout cas, c'est bien parce que les Lions, on est sur une équipe compétitive et dans les joueurs clés, on a parlé de 2 joueurs qui sont quand même jeunes. Ouais. Donc c'est comment on n'a pas de grosses questions sur les vétérans. Pas de traces de Jared Goff qui nous a rassurés la saison dernière. En tout cas, tu l'as dit au début, Las Vegas leur donne la plus haute projection dans cette div avec 9,5 victoires. Alex, est-ce qu'on va être au-dessus ou en dessous de ton côté? Je les vois à 9. Ok. Donc en dessous. Exactement le même bilan que la saison dernière. Oui. Oui. Parce que j'ai peur qu'ils aient du mal au niveau de l'attaque en début de saison et que ça leur fasse perdre des matchs faciles. Ok. Eh bien, c'est intéressant que tu dises ça. Je rappelle que ils joueront le match d'ouverture face aux Chiefs. Ce sera l'occasion d'avoir la première preview hebdomadaire de la saison. Et ça, moi je les mets over. Je pense que l'attaque est légèrement plus talentueuse que la saison dernière. Je pense que la défense est très clairement plus talentueuse que la saison dernière. Je trouve que la continuité, que ce soit dans l'effectif, dans le staff, et même le développement des jeunes, est plutôt intéressante. Donc, mécaniquement, je les vois faire au moins une victoire de plus que la saison dernière, ce qui les met over. Voilà. Très très simplement.
Fantasy, Alex. Les Lions sont une des équipes de toutes les convoitises avec ce jeu offensif très explosif. Sur qui pars-tu? J'ai noté Jahmyr Gibbs, sur lequel je suis parti dans une ou deux fantasy, je crois que j'ai, et running back 13. Et voilà, tu l'as au 3e tour en général. Pour un 2e running back, c'est sympathique. Ouais. 3 ou 4, hein, même. Je crois qu'il tombe un peu parce qu'il y a pas mal de bons receveurs aussi. Ouais, je regarde un peu quand il est tombé dans certaines drafts, mais globalement, c'est Ça beau. dépend des ligues, des stratégies. Ouais. Voilà, si je vais sur une ligue à 12, draft results, tac. On va regarder rapidement. Jahmyr Gibbs, fin du 2e tour. Voilà. Sur le trophée des Fantasy Ballers. Eh bien, sachant que sur le trophée des Fantasy Ballers, bien sûr, il y a l'élite des joueurs fantasy à aller chercher l'edge que vous pouvez avoir. Et sur une autre ligue, il est tombé en 3.5. Ouais, ok. Non mais c'est ça, c'est le prix d'un running back 13 qui a un énorme upside. Sachant que, si je dis pas de bêtises, j'avais vu du coup des comparaisons statistiques avec Alvin Kamara et Christian McCaffrey, qui ont tous les deux fait top 13 running back sur leur saison rookie, avec en moyenne genre 35% des portées de balle. Donc en fait, si vous avez même pas à vous inquiéter de savoir s'il va porter le ballon du moment qu'il en reçoit, chez les running backs, il a un upside énorme, encore plus en PPR. C'est ça. De ce que j'ai vu, il visait 1000 yards à la course et 500 yards à la réception. Enfin, s'il fait ça, c'est pas running back 13 qui va être, c'est running back 3. Hein. Ouais. Bon, après, moi, je vise 100 000 euros de salaire. Voilà. Eh bien, écoute, je pars en fantasy sur son compère au sol, David Montgomery, qui tombe en général en dehors du top 24 des running backs, alors qu'on l'a bien dit, il va remplacer Jamal Williams, qui sort d'une saison à 260 touches. Running back 31 sur Sleeper. Running back 31 pour un running back qui, je pense, a un plancher top 24. Je parle même pas de plafond. Il va avoir à côté de lui un rookie qui, comme on l'a dit, ne devrait pas non plus avoir 50% des portées. En théorie, ce profil de joueur-là est surtout mobilisé à la réception. Et surtout, il y a plein de ballons en goal line qui seront pour lui. David Montgomery, il a le profil physique de ces running backs qui sont utilisés en goal line. Jared Goff n'est pas un quarterback qui va chercher les TD lui-même au sol. Très clairement, si Montgomery il fait 230 portées de balle, qu'il arrive à parcourir quasi 1000 yards et qu'à côté de ça il a 10 TD, le plancher top 24, il va être explosé complètement. Ouais, donc voilà, franchement, c'est un de ceux, si vous êtes sur une stratégie où vous ne prenez pas de gros running back d'abord et vous commencez par receveur ou receveur tight end, allez le chercher. Franchement, le plancher est trop élevé pour le prix. Oui, je suis d'accord. Running back 30, c'est vraiment bien. En tout cas, c'est marrant que sur une équipe comme les Lions, on parte sur 2 joueurs au sol, alors que c'est clairement leur jeu à la passe qui a émerveillé tout le monde la saison dernière. Ouais. Allez, 3e équipe de cette division, avec les Packers, l'ancien épouvantail, tout Aaron Rodgers. Yes. Les Packers. 8-9 la saison dernière. Ils ont, du coup, comme on en a parlé, ils auraient pu faire les playoffs, mais ils ont perdu contre les Lions. Ils ont toujours les mêmes coachs. Matt LaFleur depuis 2019, en head coach, Adam Stenavich et Joe Barry en offensive et defensive coordinator. Ils ont une cote vainqueur de division à 4,80. Et c'est là, ils sont à égalité avec les Bears, en gros, pour être le dernier de la ligue. Le dernier de la division. J'ai de dire ligue à chaque fois. Voilà. Eh bien, écoute, on verra sur le prono à la fin ou pas, mais est-ce que ça te semble normal qu'ils soient les moins favoris pour remporter cette division? Oui. Ok, très bien. Parce que autant ils peuvent finir deuxième, je les vois jamais gagner. Ok, intéressant. Sachant que voilà, l'année dernière, Aaron Rodgers était encore là, mais il était là physiquement avec l'esprit qui se disait bon, ça sent la fin d'aventure, laissez-moi tranquille. Quoi. C'est ça. Alex, qu'as-tu noté en recrue majeure de ces
Packers. Un reset. Pouvoir enfin avoir du salaire pour le donner à quelqu'un d'autre qu'Aaron Rodgers et enfin de pouvoir tourner la page. Ils ont drafté un QB il y a 4 ans, la même année que Tua, la même année que Justin Herbert, la même année que Trevor Lawrence. On l'a vu 2 fois sur le terrain. À un moment, voilà, c'est cool, t'avais Aaron Rodgers, mais il avait plus envie d'être là, toi t'avais envie de bouger, t'avais envie de récupérer autre chose. T'as eu des pics, c'est cool. Maintenant, c'est l'heure de tenter une reconstruction. Ça va être dur pour les fans des Packers parce que c'était Favre, ensuite c'était Rodgers, donc va falloir s'habituer à autre chose peut-être que de l'élite au niveau quarterback. Même si c'est un premier tour, hein, donc ça se trouve c'est un très bon quarterback, on verra. Il a eu le temps d'apprendre. Donc voilà. Mais le fait de pouvoir avoir un reset, c'est ma recrue majeure entre guillemets. Ok. Bah écoute, moi je suis quand même resté sur le terrain. J'ai mis Jonathan Owens, qui est safety, qui vient de chez les Texans. Je l'ai assez dit au long des épisodes quand on a évoqué les Texans, mais moi j'aimais beaucoup leur défense malgré les résultats. Ça perdait les matchs de très très peu, c'était bien orchestré. Et je pense que voilà, c'est un joueur qui du coup a déjà connu le processus de reconstruction d'une équipe, qui a su rester combatif malgré ça. Et je trouve que voilà, c'est un bon apport. Ça donne déjà un peu de profondeur sur le poste. Ça permet de se dire que en fait, avec une bonne défense, même si admettons Jordan Love, ça prenait pas trop, il pourrait éventuellement rester dans les matchs, garder un maximum de rencontres compétitives et du coup permettre à l'effectif d'emmagasiner de l'expérience. Donc c'est le genre d'ajout qui me plaît plutôt pas mal. Voilà. Mais ouais, j'aime bien ton reset quand on sait qu'Aaron Rodgers a pris son premier pay cut en carrière une fois arrivé à New York. Exactement. Bon, bien sûr, on était quand même obligé de souligner que c'est une perte. Nous l'avons mis tous les deux, l'ami Aaron Rodgers, dans nos pertes. Oui, oui, totalement. Aaron Rodgers, oui, c'est le plus grand QB de leur histoire ou deuxième plus grand QB de leur histoire en fonction de ce que tu as envie de dire. Et voilà, le mec il est là depuis 2005. Ouais, ça faisait un bon 15 ans qu'il était installé, quoi. Donc non, c'est voilà, c'est une grosse perte, mais en même temps, ça permet de passer à autre chose. Donc voilà. Je sais pas s'il y a énormément à dire. Si t'as envie de dire plus, fonce. Non, j'allais juste dire que depuis 2005. J'allais juste dire qu'on aurait aimé une plus belle fin d'histoire que la saison dernière où clairement il a commencé à avoir un divorce et où beaucoup de supporters de Green Bay sont arrivés à un ras-le-bol où tout ce qu'ils espéraient c'était récupérer la meilleure contrepartie possible. Heureusement, ils sont tombés une intersaison où il y a eu du mouvement au niveau des quarterbacks et où ils ont pu quand même avoir, je trouve, une contrepartie somme toute acceptable, notamment si Aaron Rodgers joue des matchs du côté des Jets, il y a du premier tour conditionnel, qui est un deuxième s'il joue pas assez de matchs, si les souvenirs sont bons. Non mais voilà, grosse page de leur histoire qui se tourne quand même, donc on est obligé de le souligner. Mais ça ne nous rend que plus curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Totalement. Et du coup, je te laisse parler de ton joueur clé qui est dans la suite logique de tout cela. C'est Jordan Love, hein, le QB, c'est le joueur clé parce que il y a une transition à faire, il va falloir qu'il prenne un peu le relais, qu'il montre ce qu'il a dans le ventre réellement. Et voilà quoi. Je pense pas que ce soit un mauvais QB. Je sais pas si c'est un bon QB nécessairement, mais je pense que c'est pas le pire QB de la ligue du tout. Donc ouais, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner et le succès de cette équipe dépendra en grande partie de son niveau. Ouais, totalement d'accord. Après, ouais. Même là, en fait, au-delà même du succès ou non de cette équipe, de la vitesse de la reconstruction, c'est si t'as le bon gars, c'est bien, t'as de l'avance, quoi. Ouais, t'avances, ouais, exactement. Mais moi, écoute, si j'avais un pronostic à faire sur Jordan Love, je dis pas que ça va être le futur Aaron Rodgers, parce que je pense que des joueurs comme ça, avec son talent, sa capacité à durer, il y en a pas des tonnes. Mais je pense que ça va devenir un titulaire très correct dans cette ligue. Je le vois bien capable de rentrer dans ce range Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, des bons pocket passeurs qui feront peut-être pas gagner, mais qui seront pas non plus des joueurs handicapants. Voilà. Ouais. En tout cas, c'était que de la pré-saison, mais j'ai été rassuré par ce qu'il a donné en pré-saison, très clairement. Mon joueur clé, Aaron Jones, forcément le cadre de cette attaque.
un des running backs, je pense, les plus sous-estimés de la ligue, puisque rarement érigé au niveau des grosses stars, mais toujours aussi fiable que ce soit à la course ou à la réception. Vraiment, je trouve que c'est un joueur intelligent. J'aime beaucoup le jeu qu'il forme avec AJ Dillon. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que Aaron Jones fait le travail pendant 12 semaines et AJ Dillon se réveille quand c'est l'hiver et boucle ça les 6 dernières semaines. Ouais. Non, mais voilà, pour être plus sérieux, je pense qu'avoir comme ça ce running back qui est aussi soupape de sécurité parce qu'il attrape très bien le ballon, c'est ultra important pour le développement de Jordan Love. Et donc voilà, j'ai envie de voir s'il arrive justement à accompagner Jordan Love, à le conseiller, à être un peu son bras droit sur le terrain et à le soulager quand tu auras besoin de le soulager. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce qu'on va voir du coup une équipe qui va changer complètement de philosophie et d'arrêter de passer contrairement l'inverse de ce qu'ont fait les Vikings il y a quelques années. On était beaucoup à la passe et maintenant on va courir un peu plus, peut-être. Et mais ils peuvent quand même passer, tu vois, là où t'avais un Davante Adams très dominant avec Aaron Rodgers, là j'ai l'impression qu'ils ont multiplié les cibles, ils ont pris 2 tight ends et un receveur en plus de ceux qui étaient déjà là. Et du coup t'as 3 jeunes receveurs plus 2 tight ends. Et en fait, pas si simple de lire cette attaque. Tu vois, si tout le monde arrive à avoir un niveau de 1 bis ou de bon numéro 2, tu vois, il y a moyen qu'avec des bons appels de jeu, ça donne quelque chose de sympa à regarder. Totalement. Bon, en tout cas, Las Vegas voit une très très légère régression puisque sort d'une saison 8-9, il propose un 7,5 avec les coachs et les bookmakers où ils ont les mis en bout de division. Est-ce que tu penses que ça va être au-dessus ou en dessous? En dessous. Je les vois pas faire une excellente saison. Et je les vois pas gagner beaucoup de matchs dans la division et je sais pas en dehors de la division si tu peux en gagner beaucoup non plus. Encore une fois, tout dépendra du niveau de Jordan Love et j'espère pour les fans des Packers que je me trompe. Ok, eh bien nous sommes d'accord, je suis en dessous, mais je les vois pas faire une saison cata. Clairement, je les vois à 6 ou 7. Et je pense que, voilà, je pense Standard Packers, c'est une mauvaise saison, quoi. Mais bah, c'est vrai que là, Jordan Love, c'est pas nécessairement une mauvaise saison. Ils viennent d'enchaîner 30 ans de Brett Favre et Aaron Rodgers, donc oui, ça va leur faire une petite diff. Mais ouais, tu peux faire une saison, en 7-10 avec une saison correcte de Jordan Love. Ça me surprendrait pas. Comme, un peu comme dit pour mon prono des Vikings, hein. Mais moi, c'est surtout la progression des Lions et des Bears qui fait que je les descends un peu, forcément, hiérarchiquement. Mécaniquement, ils vont perdre un peu plus de matchs si mes pronos s'avèrent exacts. Donc ouais, je les vois bien faire un 6 ou un 7. Yes. Alex, nous allons sur le terrain des chiffres et de la fantasy. Quel est le joueur avec lequel tu as envie de ressortir de ta draft? Pas nécessairement, mais en tout cas, le joueur que je vais aller chercher chez les Packers, moi c'est Christian Watson, receveur 23. C'est un receveur 1, on sait pas du tout ce que ça... Enfin, je pense que c'est un receveur 1, ça se trouve c'est Romeo Doubs, hein. Mais Christian Watson, il a montré une explosivité très très forte l'année dernière, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de plays dessinés pour lui. Et donc ça m'intéresse pas mal d'avoir un joueur comme lui. Assez explosif, sophomore, donc souvent les joueurs sophomores ils progressent énormément entre l'année 1 et l'année 2. Donc voilà. Si il progresse par rapport à sa fin de saison, ça va être un super joueur et qui peut être dans le top 12. Ouais, et ben écoute, j'ai fait ce pari dans de très très nombreuses drafts. Je crois que la majorité des drafts que j'ai fait, j'ai été chercher Christian Watson quand je le pouvais. Simplement, ouais, tes arguments sont bons, quoi. La progression entre année 1 et année 2 chez les receveurs qui ont montré ces métriques en année 1, en général, elle est incroyable. Donc je vais croiser les doigts pour que tu aies raison. Écoute, mon joueur clé est aussi mon joueur fantasy, Aaron Jones. C'est un running back qui ne sort jamais du top 16 en fantasy, même quand il fait de mauvaises saisons, entre guillemets. L'année dernière, il a été très irrégulier. Par exemple, il fournissait un match à 9 points après un match à 33 points. Fallait pas être surpris. Mais ouais, au global, sur une saison, il est ultra intéressant. C'est toujours un aussi bon coureur. Il a toujours cet upside à la réception.
Je le privilégie bien sûr en half PPR et en PPR qu'en standard. Mais c'est typiquement le genre de running back que j'ai envie d'avoir dans mes line-up fantasy. Je veux pas avoir de running back qui sont plafonnés simplement à leur volume de course. Ouais, je comprends. J'ai besoin de cet upside, donc je pars avec Aaron Jones. Alex, dernière équipe qui va faire l'honneur d'avoir une preview. Les Bears. Les Bears, 3-14 la saison dernière, choix numéro 1 de la draft, avant de vendre. Saison. Voilà, avant de vendre son choix numéro 1. Donc pas de playoff, hein, 3-14. Code vainqueur de division cependant à 4-80. On a toujours le même coaching staff de Matt Eberflus, Luke Getsy et Alan Williams. Et voilà. Ouais. 4,80, donc la même que les Packers, pour ceux qui ont suivi et qui ont une très bonne mémoire des chiffres. On rappelle que ce numéro 1, ils l'ont tradé contre un package assez impressionnant. Donc moi perso, j'avais apprécié le trade de leur côté. Un peu moins du côté Panthers, mais je l'avais trouvé très très intéressant. Du coup, recrue majeure, Alex, on en a un peu partout sur le terrain puisque les Bears ont investi. Ils ont investi pas mal. Moi, j'ai noté en recrue majeure Tremaine Edmunds, le linebacker qui venait des Bills. Je l'ai noté parce que je pensais qu'il allait faire toute sa carrière aux Bills. Je sais pas, il avait une tête de Bills pour la vie. Et j'ai été très surpris de le voir partir. Et je pense que défensivement, voilà, encore une fois, Vikings, non, Bears, ça a perdu beaucoup de matchs à cause de la défense, surtout en début de saison pour les Bears. En deuxième partie de saison, si en fait c'était la défense parce que ça attaquait beaucoup mieux. Et voilà. Et là, tu arrives quand même avec un mec qui est prouvé, qui sait ce qu'il vaut. Et moi, je trouve ça ultra intéressant d'avoir un mec comme ça dans ta défense. Ouais, je suis 100% d'accord. Franchement, les ajouts des Bears pendant cette intersaison, je les ai trouvés excellents. Encore une fois, deuxième équipe où je n'ai pas mis... on est encore dans les recrues, pardon. On a Nate Davis, le guard qui vient des Titans. Très clairement, ils avaient une ligne offensive horrible. Si vous voyez jouer Justin Fields cette année et moins tourner en rond dans sa poche et faire des courses ultra impressionnantes, ce sera aussi probablement parce qu'il est mieux protégé. L'année dernière, très clairement, il jouait à chat avec les défenses. Globalement, le snap partait, 3 joueurs arrivaient pour lui mettre la pression, aucun n'était bloqué, et là, il était obligé de sortir des zigzags mais vraiment impressionnants pour se sortir de tout ça. Nate Davis a été un excellent joueur de cette ligne qui ouvrait des brèches pour Derrick Henry. On en a parlé lors de l'épisode sur la division des Titans. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. C'est de l'expérience, c'est du talent, à voir s'il va rester en bonne santé. En tout cas, les Bears ont investi dans les tranchées, le front seven, la ligne offensive, et c'est toujours bon signe quand tu veux gagner. Totalement. Et je pense que du coup, Justin Fields va faire moins des courses où il fait 200 yards pour en avancer de 35, mais il va peut-être plus faire en fait des courses de 40 où il va avancer de 32, 35 yards, et ça va être beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on va appeler les courses Lamar Jackson. Russell Wilson aussi, qui en faisait beaucoup. Ouais. Kyler, mais eux c'était plus pour se protéger qu'autre chose, mais ils en ont fait pas mal. Du coup, j'enchaîne parce que je n'ai pas de perte majeure encore. Franchement, j'ai vu le tableau, voilà. Je vais te laisser parler de la tienne et puis je compléterai sur pourquoi j'en ai pas vu. Moi, j'ai mis David Montgomery parce que comme un gars très très bien dans le monde du foot américain nous a dit il y a quelques minutes, au niveau des métriques c'est super. Ouais. Et je trouve qu'ils l'ont pas remplacé. Alors Khalil Herbert c'est mignon, Roschon Johnson ouais. C'est mignon aussi. Et mais t'as plus un... d'accord avec toi. Okay. Ouais, je trouve que c'est mignon, c'est cool, mais je pense qu'il y a pas je pense que c'est le même problème qu'avec Mattison. Et okay. En fait, t'as un qui est Herbert, c'est cool, c'est un bon 1,5 je trouve. Mais t'as pas de 2. Et je trouve ça dommage. Je pense que Khalil Herbert est en breakout season. Très clairement, il a montré une efficacité en yards par course notamment et dans sa capacité à briser des plaquages qui étaient impressionnantes.
Roshan Johnson était le receveur 2 à la fac derrière Bijan. Et mine de rien, les chiffres qu'il a réussi à produire derrière un joueur comme Bijan étaient impressionnants. Et ils sont allés chercher Donta Foreman pour créer un vrai comité. Moi, je pense que Herbert est un vrai numéro 1, mais qu'en plus de ça, il a en Johnson un bis qui, il paraît, a énormément de talent et en plus un excellent bloqueur. Et un Donta Foreman qui, quand il a dû faire des relais occasionnels, les a fait très très bien, notamment à Carolina, où il a réussi à faire de très très gros matchs. Donc c'est pour ça, j'avais pas envie de mettre Montgomery là, alors que je trouvais que Khalil Herbert l'année dernière était en train de supplanter Montgomery dans son rôle. Si Montgomery est plus efficace que Jamal Williams, Khalil Herbert est encore plus que Montgomery, et je pense que ça se verra cette année avec une bonne ligne. Ok. Ça reste ma perte majeure. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est quasiment la seule perte de l'équipe. Je crois que globalement, ils ont perdu Nicolas Moreau sur le poste de linebacker qui est parti chez les Eagles et Montgomery qui est parti à Detroit. Ouais. En tout cas, Alex, pas mal de joueurs clés dans cette équipe et cette fois, c'est toi que je vais laisser parler d'un cornerback. Ben moi, j'ai noté Kyler Gordon un corner qui l'année dernière a fait une saison ma foi correcte. Alors attends, je vais rechercher ses stats parce que voilà, il est à 16 tacles 55 tacles solo, ça me paraît énorme. Mais il a fait 3 interceptions surtout et c'est beaucoup pour un corner et je m'attends à un step-up encore plus grand et s'il fait 3 interceptions sur une saison rookie où personne parle de lui quasiment, ça m'intéresse beaucoup sur une saison sophomore avec une meilleure défense autour de lui. Ok. Voilà. Ok. Je comprends totalement ton point là-dessus. Et ouais, on l'a dit dans cette ligue, les cornerbacks, de toute façon, ils sont de plus en plus essentiels, surtout dans les équipes qui veulent gagner. C'est ça. Non, mais vraiment, il a fait une bonne saison l'année dernière et un peu under the radar, j'ai l'impression. On n'a pas trop parlé l'année dernière. Quand tu prends un bilan de 3-14, ouais, c'est mais quand tu plus dur de ressortir les bons joueurs. Tu fais quand même des... Ouais, oui, ok, d'accord. Oui, non, je dis pas que genre il a pas été bon et que c'était de sa faute. Je dis juste qu'en général, tu te penches plutôt sur les motifs d'espoir pour l'avenir, sur l'attaque, machin et tout, que de te dire alors quelle individualité est sortie du lot dans le marasme. Je vois. Écoute, niveau joueur clé, je suis parti sur Justin Fields tout simplement parce que moi j'ai une seule question, je m'en pose vraiment une seule. C'est, est-il un franchise quarterback comme Jalen Hurts ou Lamar Jackson? Ou est-ce que finalement on a un QB très mobile, intéressant, mais qui en fait réussira pas à être régulier dans son jeu de passe, qui sera spectaculaire mais qui va pas faire gagner. J'ai envie de voir s'il est capable d'être le leader d'une équipe qui gagne, ou au moins qui progresse. Hein. Je vais pas lui demander de passer de 3-14 à 17, mais j'ai envie de voir une progression. Et je pense que là, ça va être la première saison où on attend au moins un début de réponse parce qu'il est encore jeune. Mais je pense que voilà, dans cet enchaînement, cette saison-là, plus celle d'après, s'il y a pas un vrai step-up, il faudra des questions sur sa capacité à porter l'équipe. Tu lui as mis un vrai coach l'année dernière, ça a été quand même bien meilleur que... Ouais, alors, ses perfs ont été bien meilleurs et voilà, il y avait plein de trous dans l'équipe, reste que tu n'as fait qu'un 3-14, tu vois. Ouais. Après, je sais pas si c'est du coup dû à la... Comment dire? Si c'est dû à l'attaque ou à la défense, parce que quand tu regardes, ils ont mis... si je regarde la saison, ouais, 13 points, 10 points, 13 points, 20 points. À partir de la mi-saison, ils ont commencé à être un peu... Non, ils ont eu 4 matchs où ils ont été très bons en attaque. Dallas 29, ils ont perdu. Miami 32, mais ils ont perdu. Détroit 30, mais ils ont perdu. Atlanta 24, mais ils ont perdu. Et ensuite, ouais, t'en mets quand même 20 à Philly, mais t'en prends 25, ouais. En tout cas, niveau défensif, c'était catastrophique. Ouais. Et 33 contre les Patriots aussi, juste avant le Dallas. Donc, et ça, ouais, t'as eu quand même une bonne partie de saison où t'as mis pas mal de points, mais qu'est-ce que t'en as bouffé, surtout. Ouais, c'est vrai. Eh bien, j'ai envie que ces points servent maintenant à gagner, et si tout n'est pas sur les épaules de Justin Fields, on attend de lui, qu'il puisse au moins essayer de choper un spot de wildcard.
Et comme Jalen Hurts, hein, avant la saison dernière d'aller au Super Bowl, je crois que la saison juste avant, il avait fait un match de playoff après une saison en 9-8. Je crois que dans la progression, ça avait été mauvaise saison en 9-8, découverte des playoffs, puis la saison dernière où il a complètement explosé. Donc très clairement, c'est l'évolution qu'on attend de Fields, savoir est-ce qu'il est des Hurts, des Jackson, des Josh Allen, de ces joueurs très très mobiles qui peuvent aussi être efficients. Las Vegas, vous l'aurez compris si vous suivez depuis le début, si la cote est la même que les Packers, le over-under dans la division est aussi le même. 7,5 victoires pour une équipe qui sort dans 3-14. Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous? J'avais noté en dessous et j'ai vérifié avec les additions, la continuité coachesque et un peu tout le reste, plus le planning, et je les mets au-dessus du coup. Ok, et bien pour les mêmes raisons, je les mets au-dessus. Je reste cohérent avec ce que j'ai dit au début. Je pense que les Lions et les Bears vont progresser. Là où les Lions, on leur propose un 9,5 qui est pas si simple, je pense que là le 7,5 est un peu plus accessible, même si ce serait, arriver à 8 victoires, ce serait quasiment tripler leur total. Donc, après, quand tu regardes leur calendrier, et si tu te dis qu'ils peuvent gagner les deux contre les Packers et en prendre un à chaque fois contre les Vikings et les Lions, si tu pars de ce postulat-là, ils peuvent être à 11 victoires avec le reste. Ouais. Et je parle juste des matchs faciles. Ouais. Je pense pas qu'ils seront si hauts, mais en tout cas, t'as quand même une belle marge d'erreur par rapport à ça pour arriver à 8. Ouais, je suis assez d'accord. La fantasy, Alex. Pareil, les Bears proposent quelques joueurs assez excitants. Ouais, moi j'ai mis Justin Fields, c'est le quarterback 7. Je l'ai pris sur une ligue en quarterback 4. Sur notre ligue locale avec Jérôme et tous les gars que vous avez pu voir sur le podcast du front office. Une ligue qui est partie en cacahuète un peu rapidement, mais en fait, c'est une ligue avec 2 QB, mais on est 8, on prend jamais trop de QB vite, et là c'est parti très très vite, et tant mieux, mais au final on s'est retrouvé avec des joueurs des joueurs moyens QB partir très tôt. Ouais. Non, mais très clairement, tu vois, si le QB7, tu le prends en QB4, et j'ai pas envie de crier au reach, puisque je pense que Justin Fields, il a tout le potentiel pour être top 4 QB fantasy cette année, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, dans notre ligue, on est 8 encore une fois, hein, mais Dak Prescott est tombé au 4e tour, Deshaun Watson au 5e, Kirk Cousins au 6e, Rodgers, Gino, Jones, Richardson au 7 et Carr et Wilson au 8e. On est quasiment sur on est sur de la Superflex plus. En fait, c'est un poste où à 2 QB, c'est des classements où les QB sont encore plus tôt. Ouais, mais on n'avait pas l'habitude. D'habitude, ça sortait pas si tôt. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pris Fields en QB4 et j'en ai très content. Donc voilà. Eh bien, je te comprends totalement. Surtout qu'on lui a ajouté une cible qui sera mon joueur fantasy, DJ Moore. Donc récupéré dans le trade de ce premier pick à Carolina, dans l'immense package qu'ils ont eu. Jusqu'ici, Fields, la meilleure cible qu'il a eue en carrière, c'est Darnell Mooney. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, en tout cas en termes de perf sur une saison, peut-être pas en termes de talent, mais... Non mais si, t'as raison. On passe du coup d'un mec qui est clairement un receveur 2 à un joueur qui a montré avec des mauvais QB qu'il était un receveur 1. Donc très clairement, DJ Moore est très bon sur les ballons en profondeur, c'est un des points forts de Justin Fields, c'est comme ça qu'il avait fait briller Darnell Mooney. Là, ils ont une attaque où voilà, il y a DJ Moore, il y a Mooney, il y a Claypool, il y a Colmet. Il y a quand même quelques cibles, donc je pense qu'il y aura quand même quelques espaces. Ils ont renforcé la ligne et je trouve que les coureurs sont très bons. Donc il va pouvoir y avoir de l'alternance. Justin Fields est une menace. Il peut étendre les jeux et permettre à Moore de se démarquer. Très clairement, je pense que si là vous êtes dans une stratégie où vous êtes parti sur des running backs, avoir DJ Moore au 4e tour, c'est jouable. Fin de 3e, 4e tour, ça doit être jouable. Et il peut faire un très bon receveur 1. Ça m'étonnerait pas si les Bears progressent autant qu'on l'imagine, il devrait pouvoir rentrer top 12. Donc
En tout cas, c'est un plafond que je peux le voir atteindre. Donc, assez satisfait de partir avec lui en fantasy. Très bien. Écoute, les joueurs fantasy de cette division-là, quand je regarde un peu le bilan, ça me plaît pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est une belle équipe. Bah ouais, je trouve vraiment qu'il y a des beaux profils. Tu peux pas tous les avoir, mais ça fait une belle équipe. Non, mais c'est quoique. pas si loin que ça, ouais, je suis en train de me dire. Tu reaches un peu sur quelques joueurs. Ça manque d'un... En vrai, si tu mets Jefferson en plus, tu peux tous les avoir. Non, mais tu sais que genre, ligue, admettons, t'es à 14, t'arrives dans le virage, tu fais un Jahmyr Gibbs, Aaron Jones. Derrière, ton virage d'après, t'enchaînes un Watson, Addison, et après, 5e tour, t'as Fields. Je sais pas si Fields est tombé 5e, mais... Non, Fields, il tombe au 3e. Tu fais Fields, Moore. Ouais, Fields Moore, et après, tu prends Watson, genre au 5, Watson, Mory, et ensuite, tu finis avec après Addison, et puis tu prends Cousins sans doublure. Ouais, c'est une belle petite équipe. Et malheureusement, au sein de cette équipe, une seule va remporter la division. Alex, qui est ton favori? Quel prono vas-tu nous partager? Les Vikings. Ok. Par défaut. Ok, pour toi, ce sera pas la meilleure équipe, ce sera la moins mauvaise. Ce sera celle qui aura le meilleur bilan. Waouh. Voilà. Je donne pas des jugements de style de jeu ou quoi que ce soit. Si ça fait... Tant que ça gagne, hein. Moi je pense que ça peut gagner pas mal de matchs, même si ça peut en perdre salement d'autres. Et je pense que c'est l'équipe qui va gagner le plus de matchs. Ok. Eh bien écoute, moi j'ai 2 overs dans cette division, les Lions et les Bears. Et je pars quand même sur les Lions qui, pour moi, ont un petit temps d'avance sur les Bears. L'effectif est déjà un peu plus riche, un peu mieux établi. Je pense que les Bears ont un plafond plus élevé que celui des Lions, mais je suis pas sûr qu'ils l'atteindront dès cette année. En tout cas, ouais, si je devais donner carrément un classement de cette division, je serais sur Lions, Bears, Vikings, Packers, quand même. Ok. Je me mouillerais pas autant. Voilà. Non, bah écoute, c'est la dernière. J'y vais, je plonge un peu, et puis... Bah, du coup, vu que c'est la dernière, nous on a donné nos over-under pour tout le monde. On va vous mettre en description de l'épisode. Vous pouvez... on a déjà fait la promo sur Twitter, mais on a un over-under game, on va dire, sur ESPN avec nos amis des Fantasy Ballers. Vous pouvez remplir... je crois qu'on est déjà 80 dans la ligue, ce qui est quand même pas mal. Et voilà, faut juste mettre, si vous voyez au-dessus ou en dessous, donc à peu près les mêmes lignes, si ce n'est les mêmes. Donc rejoignez-nous, ce serait cool. Vous avez jusqu'à jeudi, alors je sais pas si on diffuse cet épisode mercredi ou jeudi, en fonction des montages qu'on fait, donc là on l'enregistre mercredi à 13h. Donc voilà. Si jamais on arrive à le diffuser avant, bah vous avez une journée pour le faire, et sinon vous avez là sinon ça va, vous avez toute la soirée en attendant le match là. Vous savez, ce moment où vous allez trépigner en disant putain c'est cette nuit. À ce moment-là, dites-vous ok, je fais mes over/under, ça vous permet de respirer, de vous replonger dans les calendriers. Et après tu te dis putain un temps mort. Et puis après 2h20 du matin, les yeux sont lourds et puis vous regardez le résumé du match le lendemain. Tu tiens, ouais. Tant que c'est pas Fergie qui chante l'hymne national, moi, je peux tenir. Et d'ailleurs, comme dit plus tôt dans l'épisode, on va du coup reprendre la programmation de la saison dernière. Donc, toutes les semaines, un preview, un rewind. Donc, au moins ces 2 épisodes en fixe. Et bien sûr, tous les contenus auxquels qui se sont ajoutés à cette programmation. Donc ça va être de la bye week, ça va être de la game zone, c'est possiblement du no-huddle en fonction des dispos et de l'actualité. En tout cas, vous avez, on aime bien parler en plancher et plafond, vous avez ce plancher de 2 épisodes par semaine qui sera là pour toutes les semaines, donc 2 saisons régulières, plus les playoffs. Donc on le faisait aussi en playoffs. Ouais. Et ensuite les bilans. Et ensuite une pause. Voilà, exactement. On va vraiment faire une pause cette année, je pense. Et on verra le format des bilans. Ouais, aussi, ouais. Parce que là, on vous a fait un bilan par équipe, voilà. C'était, à demi.
c'était ouais. On verra comment on va faire pour la suite et voilà. Mais en tout cas, Game Zone peut-être jeudi soir. À confirmer. Encore une fois, si vous écoutez cet épisode jeudi à 17h, eh bien en 3h30, il y a un épisode. Moi en tout cas, je serai là. J'ai un invité confirmé pour jeudi. Maintenant, il faut voir si je convainc Jérôme de venir participer. Ça c'est le sujet. Donc on va le travailler au corps et écoute, trop traumatisé depuis ma première participation. Je suis encore en syndrome post-traumatique, faut que je mais cette semaine je ne tricherai pas. Donc tu peux venir. Au contraire, attends, les traumatismes que tu fais subir à tous les autres leur donnent envie de revenir, hein. Il y en a, ils reviennent juste pour leur revanche. Je trouve que c'est très très efficace. Mais toi, il faut que tu défendes le titre de Mathieu. Voilà. Faut que tu tiennes la couronne pour le front office. Ouais. Mais vous allez voir, je vais mettre ma plus belle chemise. Et voilà. Donc, c'est quand même courageux de ta part d'annoncer ça alors qu'en ce moment il fait 35 degrés. Après. C'est une petite chemise. C'est pas une chemise et c'est une chemise colorée. Voilà. D'accord, ok. Rien que pour ça vaut le coup de venir si effectivement Game Zone il y a. Mais en tout cas, si Game Zone, il y aura quelque chose, je pense. Au pire, on verra ce qu'on fait, mais du coup, on peut dire qu'on sera en live éventuellement demain 20h45. Donc venez. Et si jamais c'est pas une Game Zone, ce sera autre chose. Donc voilà pour fêter le début de la saison. Voilà, et bah très bien. Vous êtes au moins sûr de voir Alex, donc jeudi 20h45. Vous êtes sûr de voir Jérôme aussi, ça je vous l'annonce. Jérôme est un peu moins sûr que Jérôme sera là, mais il va faire en sorte d'être disponible. Voilà, clamez le nom de Jérôme dans les commentaires et taguez-le sur Twitter, on veut te voir jeudi. Eh bien, en attendant, on se retrouvera surtout pour la preview de la semaine 1, ça y est. Ça y est. En attendant, et oui, on y est enfin avec un alléchant Chiefs Lions. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut sur les Lions. Vous pouvez réécouter la preview sur les Chiefs si vous voulez vous remettre tout bien en tête. Avec malheureusement une possible absence de Travis Kelce que j'ai essayé d'avoir partout, bien sûr. On en parlera dans la preview. On va pouvoir en parler dans la preview qu'on essaiera de diffuser avant le match aussi. Eh bien, en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.